L'histoire commence avec un homme portant un masque, entouré de créatures monstrueuses. Il les élimine facilement, mais montre bientôt son mécontentement. Il sent que ce n'est toujours pas suffisant et en veut plus. Ailleurs, un voyageur s'enfuit désespérément à l'intérieur d'un chariot, poursuivi par des gobelins. Heureusement, un groupe de combattants apparaît et vainc efficacement les ennemis. Après la bataille, il retourne à la ville et passe devant Fête, qui se trouve à son poste de guet à la porte du château. Il regarde tout cela avec un mélange d'admiration et de frustration, conscient qu'il ne sera jamais comme eux. Fête a tout le temps faim, résultat de sa capacité indésirable, la gourmandise. Mais cela ne lui donne pas de force, juste un appétit insatiable. Bientôt, la ville est agitée par l'arrivée de 3 chevaliers sacrés, les frères Vlerick. Ce sont des personnages respectés, mais ils montrent leur mépris pour le peuple lorsque l'un d'eux bouscule un paysan. Lorsqu'ils atteignent la porte, Raphaël, le plus âgé, jette les pièces de paiement de Fête par terre, sans s'en soucier. Alors qu'il se penche pour le ramasser, Atto lui marche sur la main. L'estomac de Fête gronde bruyamment et Raphaël l'insulte, le qualifiant de repoussant. Les frères interprètent le son comme une critique, comme s'il insinuait qu'il ne le nourrissait pas correctement. Et à cause de cela, ils réagissent violemment en le frappant. Avant que le pire n'arrive, un jeune chevalier intervient, son nom est Roxy. Elle réprimande les frères, leur rappelant leur responsabilité en tant que chevaliers sacrés, protéger le peuple, ne pas abuser de leur pouvoir. Sans discuter, les frères s'éloignent. Roxy aide Fête à se relever, en disant que maintenir la sécurité aux portes est également une mission importante, et qu'elles remplissent toutes les deux leurs devoirs. Elle décide de monter la garde à sa place et lui demande de la prévenir si quelque chose comme ça se reproduit. Mais Fête dit qu'il s'est habitué à ce genre de choses et préfère rester à l'écart. Il veut protéger Roxy en restant à l'écart, craignant que les frères Vlerick finissent par l'attaquer aussi. Plus tard, dans une taverne, le propriétaire lui donne un conseil brutal. S'il n'apprend pas à se défendre, il risque de finir par mourir comme ce qui était arrivé aux gardes précédents. Sur le chemin du retour, Fête se plaint de sa capacité de gourmandise. Même après avoir mangé, sa faim ne disparaît pas. Il aurait aimé naître avec un autre pouvoir, quelque chose de vraiment utile. Et à ce moment-là, il se sent pris au piège dans une réalité qu'il ne peut pas changer. Soudain, il voit des silhouettes escalader les murs du château. Courez vers Roxy pour l'avertir. Elle se met à courir pour affronter les envahisseurs, laissant Fête à son poste. Alors qu'il attend, l'un des voleurs arrive en courant. Le premier réflexe est de s'enfuir, mais il se souvient de la confiance que Roxy lui a accordée. Prenez une grande inspiration et décidez d'y faire face. Il se rend compte que l'ennemi est blessé, ce qui lui donne une chance. Rassemblant son courage, il s'avance et poignarde le voleur dans la poitrine avec son arme. À ce moment-là, une voix résonne dans son esprit. Elle annonce que la compétence gourmandise a été activée et que ses attributs ont été renforcés. Fête est surpris d'entendre cela, mais la voix continue de parler, puis dit que maintenant il a également les capacités d'identification et de télépathie. Au même moment, Roxy revient du combat et montre de l'inquiétude pour Fête. Mais il remarque quelque chose d'étrange. Il entend des mots venant d'elle, même sans voir ses lèvres bouger. Il la rassure et lui dit qu'elle peut s'attribuer le mérite d'avoir vaincu le voleur. Cela éviterait des problèmes, surtout si Raphaël le découvrait. Pour le remercier, Roxy lui propose un travail dans la maison familiale. Fête réfléchit attentivement à la proposition et accepte finalement de travailler avec eux. Cette nuit-là, lorsqu'il vérifie leur statut, il se rend compte qu'ils sont tous désormais des centaines. C'est alors qu'il comprend que, plus tôt, il a utilisé la capacité de télépathie avec Roxy, même sans le savoir. Encore confus par tout ce qui se passe, il sent cependant qu'il est désormais plus fort et croit qu'il est enfin capable d'affronter les monstres tout seul. Le lendemain, il part à la recherche d'une épée. Voyant qu'il n'a pas d'argent, le vendeur dit qu'il ne peut choisir qu'entre les vieilles épées bon marché dans le tonneau. Fête décide d'utiliser sa nouvelle capacité d'identification pour les analyser et se rend compte qu'ils sont tous inutiles, sauf un. En examinant cette épée, il est surpris lorsqu'elle lui parle. Elle se présente comme Grid et lui demande de l'acheter. En découvrant que Grid a connaissance de la capacité glutonie, Fête décide de l'emmener avec lui. Pendant ce temps, les frères Vlerick commentent le fait que Roxy a embauché Fête sans le leur dire. Raphaël estime cependant qu'il ne vaut pas la peine de créer des frictions avec la famille Hartz, car ils appartiennent tous deux aux 5 grandes familles qui soutiennent le royaume. Malgré cela, il méprise Fête, disant qu'il est insignifiant. Après cela, Raphaël se dirige vers le district militaire. Sa sœur lui demande ce qu'il compte étudier, et il répond qu'il apprendra à devenir immortel. De retour à Fête, il marche avec Grid à la main lorsqu'il entend une alerte. Quelque chose de rapide approche. Soudain, un gobelin apparaît de nulle part. Fête l'élimine facilement, activant à nouveau sa capacité gourmandise. Avec cela, ses attributs augmentent une fois de plus et il reçoit également un bonus de force. Bientôt, une foule de gobelins apparaît. Mais Fête ne désespère pas calmement, il leur fait face et les abat un par un. À chaque monstre vaincu, la compétence gourmandise est activée. Il finit par tuer des centaines de personnes. Lorsque le combat se termine, Fête vérifie leurs statistiques et est impressionné par leur croissance. Grid commente qu'il est probablement rassasié,
et c'est à ce moment-là que Fett réalise quelque chose d'inédit, il n'a pas vu faim de toute la journée. Grid explique ensuite qu'en général, les gens n'ont que la capacité avec laquelle ils sont nés. Mais grâce à la gourmandise, Fett peut absorber les attributs et les techniques de ses ennemis. Cependant, c'est un secret que personne ne devrait découvrir. Fett comprend qu'il devra se battre seul, mais Grid le réconforte en lui disant qu'il n'est pas vraiment seul, car maintenant il a l'épée à son côté. Fett rassemble les oreilles des gobelins pour recevoir la récompense et commence à imaginer toutes les choses qu'il peut acheter. Cependant, Grid lui rappelle que la priorité est de maintenir l'épée. À ce moment-là, il tombe sur un homme et une fille qui demandent de l'aide. Fett utilise sa capacité d'identification pour évaluer le danger et se rend compte que l'homme possède un pouvoir qui dément son propre statut, quelque chose de suspect. Cependant, Fett dit qu'il ne peut pas simplement ignorer quelqu'un qui demande de l'aide. Ils suivent l'homme, qui révèle son intention, vendre la jeune fille comme esclave au chevalier sacré. La cupidité prévient que cet ennemi est dangereux et qu'il est encore temps de s'échapper. Mais Fett refuse. Il dit que maintenant qu'il a acquis un véritable pouvoir, il l'utilisera pour protéger les plus faibles. Ensuite, nous voyons une religieuse âgée rencontrer un groupe d'orphelins et leur raconter l'histoire de la place Sagrado, l'entité qui a créé le monde. Elle explique qu'à son départ, la place a doté l'humanité de dons spéciaux appelés capacités. Il raconte également des temps anciens, lorsque ces pouvoirs n'existaient pas encore et que le monde vivait en paix. Soudain, une autre religieuse se précipite, disant qu'elle ne trouve aucun des enfants. Elle part continuer ses recherches, tandis que la femme plus âgée se demande où se trouve la fille nommée Sahara. Nous avons vite découvert que Sahara avait été kidnappée. Alors que le ravisseur tente de s'échapper, Fett apparaît et saisit l'occasion de la sauver. Il parvient à libérer la fille, mais bientôt le ravisseur apparaît derrière lui. Très fait d'idiot, il dit que le garçon n'a aucune chance de le battre. Fett veut protéger la fille, mais hésite sur ce qu'il faut faire. La cupidité vous incite à prendre du recul, à observer l'arrogance de l'ennemi et à attendre la bonne ouverture. Il tente de s'échapper avec Sahara, mais il se retrouve bientôt dans une impasse. Profitant de la distraction, Fett attaque par surprise. Et lorsque l'homme est sur le point d'utiliser sa capacité, la cupidité le guide en lui disant qu'il est temps d'attaquer de front. Fett charge alors de toutes ses forces et frappe l'ennemi d'un coup décisif. Il exige que le ravisseur lui dise qui est derrière tout cela, mais l'homme refuse. Face au silence, Fett commence à le torturer jusqu'à ce que l'agresseur révèle que c'est Atto qui lui avait ordonné de capturer la fille. Après cela, Fett emmène la fille manger, car son estomac gargouille de faim. Il l'accompagne ensuite jusqu'à l'orphelinat. Et il est surpris lorsque Sahara le remercie, car c'est la première fois que quelqu'un le reconnaît avec gratitude. Alors qu'il lui dit au revoir, Fett lui donne quelques conseils. Il répète les mots que son père lui a dit dans le passé et que ce n'est que maintenant qu'il comprend vraiment. Son père lui avait dit que même lorsque tout semblait difficile, si tu pouvais encore en rire, un jour à la fin tu trouverais le bonheur. Sur le chemin du retour, Grid le félicite d'avoir maîtrisé sa première technique spéciale, un style d'épée à une main, capable de porter 2 coups en un seul mouvement. Fett pense avoir vaincu le kidnappeur par pure chance et décide qu'il doit devenir plus fort. Vous voulez pouvoir vous battre sans dépendre de la chance dans le futur. Le lendemain, il arrive au manoir de la famille Hart. Roxy l'accueille à la porte et Fett est impressionné par son apparence. Elle l'emmène sur la tombe de son père, lui révélant qu'il a été tué il y a 5 jours lors d'une mission en Gallia. Gallia est une région dominée par des monstres, et c'est au chevalier sacré de garder l'endroit sous contrôle. Cette année, cette responsabilité incombe à la famille Hart. Mais malheureusement, un dragon divin s'est réveillé d'un sommeil millénaire et a anéanti le groupe dirigé par son père. Roxy, désormais la nouvelle chef de la maison, dit qu'elle est heureuse de pouvoir compter sur Fett. Ils sont sur le point de se serrer la main, mais il se souvient que sa télépathie peut être activée par le toucher. Pour le dissimuler, il désigne un autre serviteur au hasard. À ce stade, nous sommes présentés à Haru, le majordome en chef, qui renforce auprès de Fett l'importance de se comporter comme un serviteur de la maison Hart. Une semaine passe. Fett continue de travailler au manoir. Alors qu'il discute avec les autres serviteurs, son estomac gargouille à nouveau, même après le déjeuner. Ses collègues sont stupéfaits et il ne comprend pas non plus la raison de sa faim soudaine. Bientôt, il est appelé à rencontrer Roxy, mais les bruits dans son estomac continuent, lui faisant perdre sa concentration. Alors qu'elle essaie de parler, il ne pense qu'à la faim. Roxy le remarque et l'appelle. Au cours de la conversation, les deux finissent par se rapprocher lorsqu'ils découvrent quelque chose en commun. Ils ont tous deux perdu leurs parents à cause de monstres. Elle l'accueille comme un membre de la famille, ce qui laisse Fett mal à l'aise et soudain, il s'évanouit. Plus tard, il se réveille dans sa chambre. À côté du lit, il trouve un mot de Roxy, lui demandant de se reposer et de prendre la journée de congé. Curieux de connaître sa faim, Fett interroge Grid sur sa capacité. Et puis Grid explique que ce sentiment constant de vide que Fett a, est le véritable effet de la capacité de gourmandise. Plus Fett absorbe d'âmes, plus il devient puissant. Mais en même temps, le désir de nouvelles âmes grandit également, et il est destiné à les chasser jusqu'à la fin de sa vie. La cupidité vous prévient, lorsque votre faim est à sa limite, cela se reflètera dans vos yeux. Fett se regarde et réalise que ses yeux sont rouges. Il sort et se promène dans la ville. En passant devant un groupe de personnes,
vous sentez une odeur irrésistible. La cupidité explique que c'est l'effet de l'instinct de chasse, activé par une faim extrême. Il s'agit d'un boost de puissance temporaire qui vous aide à suivre les ennemis par l'odeur. Les proies les plus faibles seront paralysées par la peur devant lui. Bientôt, il quitte le territoire du royaume et rencontre plusieurs gobelins terrifiés. Fett les élimine sans pitié et se dirige vers la forêt des gobelins. Pendant des heures, il continue à tuer, jusqu'à ce qu'il sente enfin sa faim diminuer. Mais alors, sorti de nulle part, le roi des gobelins apparaît. Fett utilise la compétence d'identification et voit que les deux ont des attributs similaires, mais le roi a une compétence de régénération. Fett se jette sur le monstre et est dégoûté de le voir dévorer un être humain. Profitant de la distraction, il attaque par surprise et coupe le bras de l'ennemi. Le combat continue, mais Fett ne peut qu'esquiver les coups. La cupidité lui ordonne de contre-attaquer, et Fett charge en avant, surmontant le roi et terminant par un coup fatal. Ses attributs augmentent considérablement et il acquiert également la capacité de se régénérer. Greed révèle ensuite qu'avec ses statistiques actuelles, Fett peut débloquer son premier niveau. Pour ce faire, vous devez abandonner tout le statut que vous avez acquis depuis votre rencontre. Surpris, Fett hésite, mais Greed dit que sans le déverrouiller, il ne pourra plus le manier. Compte tenu de cela, Fett accepte l'accord. Lorsque vous activez le processus, vous sentez votre énergie s'épuiser. La cupidité change de forme devant lui, se transformant en un arc magique. Il prévient qu'un gobelin les observe à distance. Greed apprend à Fett comment utiliser l'arc. Il suffit de tirer sur la corde pour générer des flèches énergétiques. Peu importe où vous visez, la flèche atteindra toujours la cible. Fett récupère les oreilles du roi gobelin, mais décide de les laisser à la porte de l'orphelinat, croyant que ses enfants ont davantage besoin de la récompense. Le lendemain, Fett arrête un intrus, mais à sa grande surprise, il s'agit simplement de Roxy déguisée en paysanne. Elle voulait aller en ville sans être reconnue et l'invita à l'accompagner. En chemin, Roxy demande à voir son épée. Fett hésite, craignant de découvrir quelque chose de suspect. Mais l'arme lui échappe des mains et Roxy l'attrape. Heureusement, elle ne remarque rien d'étrange. Il commente simplement que l'épée a besoin d'être réparée et dit qu'il la portera au forgeron de la famille Hart. Lorsqu'ils arrivent en ville, ils s'arrêtent devant une tente, mais l'ambiance change lorsqu'ils voient un chevalier sacré s'approcher. À ce moment-là, l'estomac de Fett grogne bruyamment, au pire moment possible. Le chevalier se met en colère et tente de lui marcher dessus, mais Roxy l'arrête, attirant l'attention de tout le monde autour. Les gens commencent à chuchoter, essayant de comprendre si cette paysanne est, en fait, Miss Roxy. Et Greed chuchote alors à Fett que s'ils font semblant d'être en couple, personne n'imaginera que la jeune femme est en fait Roxy déguisée. Roxy entend l'idée lorsque Fett répond à Greed et pense que cela pourrait fonctionner. Il décide de se lancer dans le plan, et les deux commencent à agir comme un couple. Le numéro fonctionne, les gens autour sont convaincus que la fille ne peut pas être Roxy. Pendant que l'attention est détournée, ils en profitent pour partir discrètement et se cacher dans un coin de la rue. Fett entend les pensées de Roxy, qui est nerveuse à l'idée d'être bras dessus bras dessous avec un garçon pour la première fois. Elle se ressaisit et dit qu'il ferait mieux de continuer à marcher. En chemin, ils entendent des gens parler de plusieurs gobelins morts récemment retrouvés. La rumeur dit que c'était l'œuvre d'une créature errante, mais personne ne comprend pourquoi les oreilles de gobelins ont été données à l'orphelinat des bidonvilles. Roxy demande à Fett de l'emmener à l'endroit où les guerriers se rassemblent, car elle veut enquêter sur ce monstre errant. Fett la conduit à la taverne. Là, le propriétaire dit avoir entendu parler d'un guerrier qui est devenu riche après avoir trouvé un tas de corps de gobelins, tous encore avec leurs oreilles. Roxy soupçonne que le monstre vient d'une autre région, et l'aubergiste commente que cela pourrait être mauvais pour le commerce, puisque de nombreux marchands passent par les champs où vivent ces gobelins, et maintenant ils ont peur d'être attaqués. À ce moment-là, un homme plus âgé entre dans le bar et se joint à la conversation. Il prétend que le monstre est une liche, donc les chevaliers sacrés gèrent l'affaire personnellement. Peu de temps après, un groupe de guerriers entre dans le bar et appelle Roxy pour s'amuser avec eux. Elle essaie de repousser l'un d'eux en le poussant doucement, mais l'homme est projeté contre le mur, avec suffisamment de force pour prouver qu'elle est un chevalier sacré. Roxy décide alors de révéler sa véritable identité. Les guerriers, effrayés, s'excusent et tentent même de remettre tout l'argent qu'ils possèdent. Mais elle refuse et dit que personne ne devrait craindre les saints chevaliers. Partage son rêve de voir un monde où les roturiers et les chevaliers peuvent rire ensemble. Après cela, ils se rendent chez le forgeron, qui termine les réparations sur Greed. L'épée semble maintenant neuve. Alors qu'ils se promènent en ville, Roxy explique qu'elle n'était pas au courant de la chasse, car elle était organisée par la famille Vlerick, et ils ne l'ont pas informée. Peu de temps après, nous voyons Atto tenir un enfant, disant qu'il recueille simplement un garçon perdu. Mais Fett le confronte et prend l'enfant dans ses bras. Roxy prend position et dit qu'ils prendront soin du garçon. Elle interroge ensuite Raphaël sur les raisons pour lesquelles elle a été exclue de la chasse. Il répond qu'il a pensé qu'il valait mieux ne pas la déranger, car elle serait encore en train de pleurer la mort de son père. Les Vlerick se retirent et Fett et Roxy accompagnent le garçon jusqu'à ce qu'il retrouve sa mère, leur permettant de se réunir. Plus tard, à la maison, Fett demande à Greed comment il a pu chasser des monstres sans que Roxy ne le découvre. Le lendemain, Greed lui suggère d'acheter un masque magique,
avec un enchantement qui change son apparence, ainsi, quiconque le regarde verra quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Raphaël rassemble les chevaliers dans une pièce sombre pour discuter de la mission à venir en Gaule. Quelque temps plus tard, un groupe de guerriers trouve d'autres gobelins morts et, en levant les yeux, ils voient une silhouette debout au-dessus d'une montagne de cadavres. La vue les terrifie. Ils crient que c'est un cadavre ambulant et s'enfuient. Fête, pour sa part, semble satisfait du surnom sombre qu'il a gagné. Le lendemain, Roxy appelle Fête et lui dit qu'elle a une mission secrète pour lui. Les deux montent dans une calèche et traversent les vignobles de la famille Hart, arrivant au domaine où Esha, la mère de Roxy, les attend à la porte. Roxy présente Fête comme une nouvelle servante, et Esha lui demande s'il aime Roxy, ce qui les laisse tous les deux embarrassés. Mais Esha explique qu'elle voulait connaître son opinion en tant que serviteur, et Fête répond qu'il aimerait la servir pour le reste de sa vie. La réponse laisse Roxy sans voix. Plus tard, nous voyons Fête aider les autres serviteurs à récolter les raisins. Ils disent fièrement que les propriétaires fonciers eux-mêmes ont toujours participé à la culture, génération après génération. L'un des serviteurs prévient que c'est aussi la saison de la chasse, des monstres appelés kobolds apparaissent souvent pendant cette saison, attirés par l'odeur de la récolte. L'estomac de Fête commence à gronder, et Grid explique, sa gourmandise évolue, il a maintenant besoin de différents types d'âmes, car les gobelins seuls ne suffisent plus à satisfaire sa faim. Sur le chemin du retour, Fête croise le chemin d'une mystérieuse fille portant une énorme hache. Lorsqu'elle passe à côté de lui, quelque chose le frappe, ses yeux sont les mêmes que les siens. Curieux, Fête essaie d'analyser son statut, mais la compétence ne fonctionne pas. La fille le regarde et commente qu'il est arrivé trop tôt. Fête ne comprend pas de quoi elle parle, mais elle dit simplement que les kobolds sont à lui maintenant et qu'il lui doit quelque chose. Avant de partir, il dit qu'ils se reverront. Peu de temps après, Roxy s'approche et remarque que la jeune femme est un galion. Elle explique que la Gaule était un puissant empire militaire il y a 1000 ans, mais avec la montée des monstres, le royaume s'est effondré et presque tout le monde a été anéanti. Voir un survivant est une chose rare et inattendue. Alors qu'il rentre, Fête se demande si Roxy sera vraiment en sécurité en chassant des monstres toute seule. Elle assure cependant que d'autres guerriers seront à ses côtés, et que c'est sa mission en tant que chevalier sacré. Le lendemain, on voit tout le monde se cacher, attendant le bon moment pour chasser les kobolds. Mais le plan est interrompu lorsqu'une créature gigantesque apparaît soudainement. La bouche de Fête s'embue à sa vue, mais Grid reconnaît le danger. Fête entre presque dans un état de faim extrême et s'inquiète que Roxy le voit comme ça. Il vérifie que le statut de la créature est de niveau 50, avec des attributs absurdement élevés. On l'appelle la « bête couronnée », et Grid explique qu'il s'agit d'un type de monstre créé à partir d'une agression accumulée. De retour au village, la panique s'empare de tout le monde. Personne ne croit avoir une chance contre cette créature. Mais Roxy parvient à calmer les choses, promettant qu'elle la vaincra elle-même. Elle convoque les guerriers et déclare qu'ils reviendront le lendemain. Mais la cupidité c'est qu'ils n'ont aucune chance. Fête, déterminé à empêcher Roxy de mourir, décide d'agir seul cette nuit-là. Il trouve la bête entourée de kobolds. Grid demande quel est le plan, et Fête commence à les attaquer à distance avec son arc. Tout en éliminant les petits ennemis, absorber leurs attributs avec la compétence gourmandise. Il essaie de frapper la bête couronnée, mais celle-ci utilise l'un des kobolds comme bouclier. Fête s'approche avec son épée et continue d'abattre plus d'ennemis. Ses statistiques augmentent considérablement et il pense pouvoir désormais vaincre le monstre avec l'arc. Il tire une flèche, mais la créature l'intercepte à main nue. Fête se prépare à se battre avec l'épée, mais est surpris par une onde de choc lancée par la bête, qui le jette au sol, inconscient. Un kobold s'approche pour l'achever, mais est soudainement abattu. Fête faisait juste semblant d'être inconscient. Il se lève et élimine un autre ennemi, absorbant encore plus de puissance. La cupidité lui dit qu'il peut désormais utiliser son premier art secret, une technique spéciale qui coûte 10% de ses statistiques actuelles, mais qui peut vaincre le boss. Fête accepte le coup et l'arc est amélioré. Il tire un seul coup dévastateur, qui détruit complètement la bête. Fête pense qu'il en a peut-être fait trop. La compétence gourmandise est à nouveau activée, mais cette fois, quelque chose ne va pas. Il ressent une douleur intense. Confus, il demande à Grid ce qui se passe. Grid explique que c'est la première fois qu'il consomme une âme de haute qualité. La douleur est le prix à payer. Et l'épée l'avertit également qu'il doit endurer cela, car s'il perd le contrôle, les conséquences seront pires que la faim. Fête essaie de supporter la douleur, mais elle devient insupportable, il hurle de douleur, vaincu par la souffrance. Le lendemain, les guerriers arrivent sur le lieu du massacre et sont choqués par la destruction. Ils se demandent entre eux si cela a été fait avec des flèches magiques. Roxy est également présente et se demande qui serait assez fort pour provoquer une telle dévastation. Peu de temps après, on constate que Fête va bien. Roxy raconte à Esha ce qu'elle a vu. Elle se souvient de la mystérieuse fille qu'ils ont rencontrée il y a quelques jours, soupçonnant qu'elle pourrait être responsable de la mort de tant de monstres. Roxy dit alors à Fête qu'elle est prête à retourner à la capitale. Esha, observant la conversation, remarque à quel point sa fille semble heureuse lorsqu'elle lui parle. Plus tard, Esha s'approche de Fête et lui fait une demande, être aux côtés de Roxy et prendre soin d'elle. Elle dit que peu importe qu'il ait du prestige ou une position sociale,
ce qui compte c'est son désir sincère de la protéger. Il admet qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre et lui demande de bien réfléchir à ce rôle. Sur le chemin du retour, Fett réfléchit aux paroles des chats, et il a l'impression qu'il n'est pas digne de sa confiance puisqu'il cache quelque chose d'aussi important à Roxy. Cette nuit-là, lorsqu'il se regarde dans le miroir, il est surpris de constater que ses yeux sont toujours rouges, même après avoir exterminé tant de gobelins. La cupidité explique que ces monstres ne sont plus utiles. Fett a besoin d'âmes plus puissantes, sinon il risque de perdre complètement le contrôle. Quelque temps plus tard, il est assis dans une taverne, où il décide qu'il ne se considère pas digne d'être aux côtés de Roxy, car il porte trop de secrets. Le vieil homme entre dans la taverne en se plaignant de la nouvelle mission de Atto, qui fera désormais partie de la chasse aux liches. Il ne cache pas sa haine pour Atto, disant qu'il espère qu'il sera envoyé à l'expédition Gallia et deviendra la nourriture des monstres. Fett est sous le choc, il n'arrive pas à croire qu'il planifie une autre mission si tôt, surtout avec la mort récente du père de Roxy. Nous découvrons bientôt qu'elle a été choisie pour remplacer Atto. Ensuite, nous voyons Roxy devant la tombe de son père, révélant qu'elle a été convoquée pour l'expédition en Gallia. Fett apparaît et la supplie de ne pas y aller, mais Roxy est déterminée, c'est son choix. Pendant ce temps, les Vierick font la fête. Ils sont sur le point de se débarrasser de Roxy. Les deux frères laissent la responsabilité entre les mains de Atto et partent pour un endroit appelé Tamburn. Avant de partir, Atto demande à Raphaël de lui révéler le secret de l'immortalité, mais il répond froidement, seulement après avoir résolu le problème des liches. Fett apparaît alors sur une plaine, réfléchissant. Il sait qu'il ne devrait pas interférer dans les affaires officielles, mais il ne peut plus regarder les chevaliers sacrés traiter les gens comme des déchets. Atto apparaît avec ses soldats et leur ordonne d'attaquer Fett. Mais il les bête facilement, tandis que Atto regarde, terrifié. Les autres s'enfuient, effrayés, et Atto décide de l'affronter, en disant qu'il ne se laissera pas humilier par quelqu'un comme le cadavre. Fett retire son masque, révélant sa véritable identité. Atto est choqué de voir cela, se demandant comment quelqu'un d'aussi ordinaire peut avoir autant de pouvoir. Fier de sa position de chevalier sacré, Atto tente de s'affirmer comme s'il était le plus grand. Mais Fett n'est pas intimidé et insiste pour qu'ils se battent. Il demande à Grid si elle peut détruire une épée sacrée. Et la cupidité répond oui, à condition qu'il utilise toute sa force. Atto tente alors d'attaquer avec sa lumière sacrée, mais en un clin d'œil, Fett apparaît derrière lui et porte un coup brutal, qui brise l'épée sacrée du chevalier. Fett lance ensuite l'une des moitiés de l'épée brisée à Atto, juste pour le provoquer. Alors qu'il tente de reculer, Atto trébuche et tombe au sol. Fett le soulève sans effort et lui dit qu'il a besoin d'une leçon. Et avec brutalité, il le jette contre plusieurs arbres, les renversant les uns après les autres. Cela laisse Atto désespéré, et bientôt il commence à supplier pour sa vie. Mais Fett le lance haut dans les airs et, avec l'arc amélioré en main, tire une flèche puissante. Le tir est précis et traverse le ciel ne laissant derrière lui qu'un silence terrifiant. Après cela, Atto s'effondre au sol, abasourdi, essayant de comprendre pourquoi il était encore en vie. La réponse arrive peu de temps après, il n'était en vie que parce que Fett avait encore des questions non résolues. Le chevalier, désespéré, croit que tout est lié à Roxy et, pour tenter de sauver sa propre vie, avoue que c'est elle qui s'est portée volontaire pour la mission en Gaule. Il promet d'annuler l'expédition s'il est épargné. Mais le véritable motif de Fett n'était pas seulement pour Roxy, c'était aussi une raison personnelle. Et ainsi, poussé par sa propre soif de vengeance, il achève Atto d'un coup précis. La capacité de gourmandise s'active alors à nouveau, et avec elle vient un nouveau succès, la technique de l'épée sacrée. Fett est surpris d'acquérir cette nouvelle technique, car c'était la condition essentielle pour être reconnu comme chevalier sacré. Grid déclare ensuite que désormais, techniquement, Fett pourrait être considéré comme l'un d'entre eux. Mais il sait que cela ne signifierait rien dans la capitale. Là-bas, personne ne l'accepterait vraiment. Et au fond, il ne voulait pas non plus porter ce titre. Grid révèle alors qu'il est possible de débloquer le deuxième niveau, mais cela ne se ferait qu'en échange de tout le statut que Fett a accumulé jusqu'alors. Sans même réfléchir, il accepte de le faire et le processus commence alors. Bientôt, la nouvelle forme de la lame se révèle être une faux d'une puissance impressionnante, capable de couper tout ce qui se trouve sur son passage. Le lendemain, Roxy se prépare à partir en expédition. Les proches se rassemblent pour dire au revoir, visiblement émus. Roxy essaie de les calmer en disant que 3 ans passent vite. Elle s'approche de Fett et les deux se disent au revoir en silence. Haru lui donne alors une lettre de recommandation laissée par Roxy, avec laquelle il pourrait chercher du travail dans un domaine noble. Mais Fett refuse la lettre, déclarant qu'à partir de maintenant, il vivra comme un guerrier. Et en plus de cela, il prévoit d'aller seul à Gallia, pour accompagner Roxy et la protéger à distance. Et alors qu'il quitte la capitale, une silhouette féminine l'observe de loin, satisfaite de la façon dont les choses se passent. Déjà à Gallia, Roxy prononce un discours devant les soldats de l'expédition. Elle motive tout le monde, leur rappelant que l'objectif est de détruire le dragon divin, qui s'est réveillé de son long sommeil. Elle se sent soulagée de voir que Mia et Mugen, 2 alliés de confiance, sont à ses côtés. Mia commente le comportement excentrique de Mugen,
alors qu'il veut tester sa force contre un dragon légendaire. Mais il explique que sa motivation vient du désir de venger le père de Roxy, qui a perdu la vie lors de la mission précédente. Lorsque Roxy demande si sa famille est contre sa décision de rejoindre l'expédition, il répond simplement que sa fille s'en fiche, elle veut juste qu'il ramène des reliques de Galia. Pendant ce temps, sa fille, Rin, travaille comme chercheuse dans un laboratoire rempli de cadavres de gobelins massacrés par Fête. Elle découvre que certaines des blessures ont été causées par des flèches magiques attachées à l'épée noire, l'une des armes des péchés capitaux. Ces armes, forgées à partir d'un matériau spécial, ont la capacité de manipuler la magie à un très haut niveau. Rin croit qu'ils peuvent considérablement accroître le potentiel des capacités humaines et est très intéressé à en voir un de près. Pendant ce temps, Fête arrive dans la ville marchande de Tétra, un endroit qu'il connaissait déjà depuis d'autres époques. Il découvre que la prochaine caravane à destination de Galia ne partira que le lendemain. Ayant du temps libre, il décide d'utiliser la journée pour recueillir des informations. À la taverne locale, il remarque un homme qui demande de l'aide à un groupe de guerriers. Mais l'offre est déclinée. Les mercenaires se moquent du prix proposé et commencent à l'intimider, profitant de la situation. Fête décide alors d'intervenir, renversant les assaillants et les forçant à battre en retraite. Lorsqu'il s'approche de l'homme qui a été victime d'intimidation, il se rend compte qu'il s'agit d'une vieille connaissance, Seth, un ami d'enfance. À travers un bref flashback, il est révélé que lorsque Fête était plus jeune, il était constamment taquiné, principalement à cause de sa faim incessante. À cette époque, il entretenait une relation affectueuse avec son père, qui a fini par être tué par des monstres. Le père de Fête était un guerrier respecté, connu pour son maniement de la lance, c'est pourquoi le chef du village le gardait près de lui. Après sa mort, personne ne voulut s'occuper de Fête, et sur ordre direct du chef, il fut expulsé du village. De retour dans le présent, Seth demande de l'aide, mais Fête est froide. Après tout, c'était le fils du même chef qui l'avait banni. Malgré tout, il accepte de collaborer, non pas par gentillesse, mais parce que sa capacité de gourmandise exige d'être nourri, et les monstres qui menaçaient le village semblaient idéaux pour cela. À son arrivée, le chef du village fait preuve de mépris envers Seth en ramenant le faible qui avait été expulsé. Cet essai de convaincre son père que Fête est plus fort maintenant, après avoir été témoin de sa victoire sur d'autres guerriers, mais le chef l'ignore. La tension monte lorsque les habitants rapportent avoir entendu des cris provenant de la forêt. On soupçonne que des monstres s'approchent. Le chef suggère froidement qu'ils offrent Fête en sacrifice pour gagner du temps. Chez Seth, il partage sa douleur. Sa femme a été tuée par les monstres. Il admet que pendant longtemps il a cru aveuglément en son père, mais tout a changé avec la naissance de sa fille. C'est alors qu'il a commencé à voir le monde différemment. Il explique que les attaques ont commencé il y a environ un mois et que, selon des témoins, les monstres pouvaient voler, ce qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vu auparavant. Ils décidèrent donc d'engager des guerriers pour les protéger. Peu de temps après, l'estomac de Fête grogne à nouveau et Seth se porte volontaire pour aller chercher de la nourriture. Grid profite de l'occasion pour expliquer qu'ils ont affaire à des gargouilles, des créatures qui commencent par des attaques de reconnaissance, observant la réaction des humains. Quand le moment est venu, tout le troupeau se précipite à l'attaque. Et avant le retour de Seth, sa fille offre un bonbon à Fête. Il accepte, mais quand il le mange, il s'évanouit immédiatement. Seth et la fille ont peur, et elle révèle que le bonbon lui a été donné par son grand-père. Grid soupçonne un empoisonnement, le chef du village, semble-t-il, était sérieux dans son intention d'utiliser Fête comme appât. Seth tente de le réanimer, mais échoue. Pendant ce temps, les gargouilles attaquent. Le village est englouti par les flammes et de nombreux habitants sont dévorés. Alors que le chaos s'installe, Seth se précipite pour créer un antidote et l'administre à Fête, qui se réveille et se retrouve confronté à la destruction autour de lui. En analysant les ennemis, il découvre que les gargouilles ont la capacité de lancer des boules de feu. La cupidité se transforme en faux et les monstres, agissant ensemble, rassemblent leur pouvoir pour tirer une énorme sphère enflammée. Fête réagit rapidement en lançant son arme, qui coupe le projectile et continue sa trajectoire jusqu'à toucher les ennemis, en éliminant plusieurs à la fois. La faux revient dans ses mains et avec elle, Fête absorbe la capacité de lancer des boules de feu. C'est alors que le leader du groupe se révèle. En examinant ses attributs, Fête découvre que cette créature partage non seulement la même capacité, mais possède également une résistance au feu. Grid pense que le plan sera d'utiliser les projectiles à courte portée, et il ne faut pas longtemps avant que le monstre essaie de faire exactement cela. Mais Fête agit avec précision, et d'un coup dévastateur, il coupe la créature en deux, mettant fin à la bataille. Le lendemain matin, le village est complètement détruit. Grâce à ses capacités d'identification, Fête analyse le sol et conclut qu'il est improductif, plus rien n'y poussera. Seth, observant la scène, se demande pourquoi Fête a choisi la vie de guerrier, puisqu'il pourrait facilement gagner sa vie grâce à sa capacité d'identification. Mais Fête répond qu'il n'a pas d'autre choix, se battre est sa seule option. Accablé par la culpabilité, Seth demande à Fête de le frapper, mais lorsqu'il essaie de lui donner un léger coup de poing, Seth est facilement projeté au sol. À ce moment-là, Fête réalise à quel point il est devenu puissant. Il dit au revoir, demandant à Seth de bien prendre soin de sa fille,
et les deux se séparent à nouveau. Fett continue ensuite son voyage dans un chariot, et il est accompagné d'un homme qu'il a engagé pour le protéger. Et au début, tout semble calme sur la route jusqu'à ce que soudain un groupe de bandits apparaisse pour bloquer le passage. Cela terrifie l'homme et il commence à demander de l'aide, mais avant que quoi que ce soit ne puisse se produire, une puissante explosion chasse les assaillants. Et soudain, la personne responsable de l'explosion apparaît devant eux et c'était la même fille mystérieuse qu'avant. Et maintenant, elle devait payer une dette pour les avoir aidés. La situation étant sous contrôle, l'homme accepte qu'elle monte dans le chariot. Mais dès qu'elle monte à bord, le chariot se renverse soudainement. Mais la fille résout bientôt ce problème avec une simple commande à son arme appelée Slot, et grâce à cela tout revient à la normale, et après avoir vu cela, Grid révèle à Fett que la capacité de la fille lui permet de manipuler le poids des objets à volonté. Et pendant le voyage, elle montre qu'elle connaît la capacité de Fett et ce n'est pas une coïncidence, car comme Grid l'avait révélé, elle-même portait une capacité liée à l'un des péchés capitaux. Puis la jeune fille se présente enfin comme la porteuse de la colère. Quelque temps plus tard, lorsque sa faim se manifeste, Fett lui offre de la nourriture, mais elle la consomme toute, le laissant sans rien. Peu de temps après, ils arrivent dans la ville de Lanchester. Là, une jeune femme franchit les portes et se retrouve bientôt entourée de fantômes. Désespéré, il crie à l'aide. Un homme apparaît, vainc les créatures et se présente comme Rudolph, le seigneur de la ville, attirant immédiatement l'attention de la jeune fille. Fett découvre que l'expédition dirigée par Roxy est en route pour Lanchester, et qu'il recevra son paiement pour avoir protégé le chariot. Cependant, Min le surprend en affirmant que c'est elle qui a traité avec les bandits, et prend le paiement pour elle-même. Peu de temps après, elle s'endort, forçant Fett à la porter à travers la ville. En marchant, il remarque quelque chose d'étrange, tous les gens ont un symbole gravé sur leur cou. Grid croit que ces symboles représentent les classes sociales et que peut-être les gens admirent tellement Rudolph qu'ils ont accepté cette marque. Mais la réalité est plus sombre. Le Seigneur exécute ses propres hommes parce qu'il ne respecte pas le nom de la famille. Le peuple lui obéit non par respect, mais par peur. Plus tard, dans un hôtel, Grid révèle qu'il connaît Min, confirmant que son arme, Slot, est également l'une des légendaires armes du péché mortel. Il explique que ses capacités sont le résultat direct d'un affront aux lois divines. La gourmandise, en particulier, a le potentiel de briser le système de niveau sacré, précisément en raison de sa capacité à dévorer les âmes. Faites réfléchir au fardeau qu'il porte. Peu importe la quantité qu'il mange, sa faim ne disparaît pas et il voit cela comme une forme de punition pour tout ce qu'il a consommé. Il se demande pourquoi il a été choisi pour porter cette capacité, révélant sa haine pour la gourmandise, car il a désormais besoin de tuer constamment pour survivre. La cupidité vous avertit, vous ne pouvez pas laisser vos émotions prendre le dessus. Si l'esprit s'affaiblit, la gourmandise le dominera complètement. Le secret pour maintenir l'équilibre est de vivre à la limite de la faim et de ne jamais être complètement satisfait. Lors d'une chasse, la cupidité vous demande de nourrir votre capacité progressivement, sans céder complètement. Un marchand de sable apparaît, et Fett répond avec précision, il lance une flèche enchantée de feu, éliminant le monstre instantanément. Pendant ce temps, Min se réveille et cherche quelque chose à manger. Elle apprend l'existence d'une menace récente, une créature appelée le golem de sable, qui représente déjà un danger pour la ville et porte une prime de 100 pièces d'or. Fett continue de chasser les marchands de sable dans toute la région, jusqu'à ce qu'il ressente la présence de quelque chose de beaucoup plus fort. Le véritable plat principal approche. Dans une autre partie de la ville, un groupe de guerriers a combattu le golem sans succès. Fett arrive sur le champ de bataille et prend les devants, assumant ses responsabilités. Après avoir analysé les attributs de la créature, il découvre qu'elle peut générer des tempêtes de sable. Il tire une flèche enflammée et part au combat, mais le monstre parvient à résister en lançant sa capacité de sable. Ensuite, Fett transforme son arme en fouet, avec une attaque puissante, brise la tempête et détruit complètement le corps de la créature. Après la destruction du corps du golem de sable, son noyau tente de s'échapper, glissant entre les grains du désert et essayant de se cacher. Mais Fett n'hésite pas. Il lève son arc et tire une flèche puissante, canalisant son énergie jusqu'à la limite. La flèche poursuit le noyau en fuite avec une précision mortelle et, en le touchant, déclenche une explosion gigantesque qui secoue toute la région environnante. Le lendemain matin, Fett est récompensé par 100 pièces d'or pour avoir vaincu le monstre. Cependant, avant qu'il ne puisse continuer son chemin, Rudolph apparaît soudainement. Il déclare avec arrogance que Fett doit le servir, déclarant que son ordre est définitif et ne peut être refusé. La mienne n'aime pas du tout la demande et prend position, affirmant que Fett est déjà à elle. Rudolph la rabaisse, la traitant d'enfant. En réponse, elle le frappe d'un coup si fort qu'il l'envoie voler. Réalisant que la situation est devenue incontrôlable, Fett comprend qu'il est temps de partir. Lui et Min montent dans le chariot et quittent la ville le plus rapidement possible. Pendant le voyage, Fett se demande pourquoi Min mange autant. Elle répond que la colère consomme beaucoup d'énergie. Il plaisante en disant que malgré son appétit vorace, elle ne semble pas grandir d'un pouce. Offensée, elle active l'arme du paresseux pour se venger, mais finit par briser le chariot dans le processus. Pendant que le propriétaire travaille sur des réparations,
Fett explore un village voisin. Grid se rend vite compte qu'il y a beaucoup de monstres dans les environs, mais aucune attaque. Cela indique que quelqu'un garde l'endroit. Peu de temps après, Fett rencontre le chef du village, un homme nommé Aaron, qui s'avère étonnamment être un chevalier sacré. Aaron reconnaît immédiatement le désir de Fett de rester au village. Cependant, avant de l'accepter, il le provoque en duel. Lorsque Fett essaie d'utiliser sa capacité d'identification, Aaron révèle qu'il l'a également. Ils échangent des coups intenses et Aaron en sort victorieux. Il autorise néanmoins Fett à rester, à condition qu'ils s'entraînent ensemble. Il se rend compte que Fett n'a toujours pas une bonne maîtrise de ses propres pouvoirs et qu'une formation appropriée pourrait l'aider à grandir. Fett accepte la proposition, et peu de temps après, Min apparaît. Aaron remarque immédiatement qu'elle n'est pas une guerrière ordinaire. Il y a quelque chose de dangereux chez elle. Il leur permet à tous les deux de rester dans le village. Les jours suivants sont marqués par un entraînement intensif. Aaron commence par enseigner les techniques de combat au corps à corps. Fett a du mal à suivre ses mouvements, jusqu'à ce qu'il décide d'entrer dans un état semi-affamé, ce qui augmente sa vitesse et lui permet de se battre à armes égales. La nuit, Aaron observe silencieusement un château lointain, tandis que Fett trouve une photo de sa famille. Grid commente que le fils d'Aaron a une apparence similaire à celle de Fett, ce qui soulève des soupçons selon lesquels le passé du chevalier est lié à la raison pour laquelle il est devenu le chef du village. Le lendemain, Aaron intensifie son entraînement. Il donne juste une brindille à Fett et lui ordonne de se défendre. Lorsqu'il se précipite en avant avec son épée, Fett peut prédire le mouvement et fait glisser la branche le long de la lame, redirigeant le coup. Impressionné, Aaron admet qu'il s'améliore. Cette nuit-là, Fett annonce qu'ils partiront le lendemain et les remercie pour leur hospitalité. Pendant ce temps, Min est complètement concentrée sur le fait de manger, mais avoue que, malgré le fait qu'elle dévore la nourriture, elle ne sent rien. Grid explique que c'est le prix de la capacité de Urat. Aaron continue de regarder le château au loin et révèle finalement la vérité. La forteresse avait autrefois été la sienne, mais pendant son absence, l'endroit fut attaqué par des monstres. Son fils, Rook, a essayé de la défendre de toutes ses forces, mais a fini par mourir. Depuis lors, le château est sous le règne du seigneur Lich, et Aaron croit qu'une partie de sa famille est toujours en vie à l'intérieur. Fett décide qu'il ne peut pas ignorer cela. Aaron, touché par la décision, décide de l'accompagner dans la mission. Min accepte de protéger le village, à condition qu'il reçoive 50 pièces d'or en guise de paiement. Le groupe formé, ils se mirent en route vers la vieille forteresse. Alors qu'ils s'approchent, Fett tire une flèche sur un squelette gardien. La flèche porte la magie de la tempête de sable, transformant l'ennemi en pierre au moment exact où elle est touchée. Le groupe avance dans les couloirs du château remplis d'obscurité, détruisant les squelettes qui apparaissent sur leur chemin. Les flammes des armes sacrées illuminent les murs tachés par le temps. Lorsqu'ils entrent enfin dans l'une des chambres intérieures, Aaron se fige à la vue des visages familiers devant lui. Sa femme, son fils, tous là, comme s'ils n'étaient jamais partis. Ils sourient et disent qu'ils l'attendaient. Pendant un instant, ils croient qu'ils ont réellement survécu. Mais la cupidité dissipe bientôt l'illusion. Ces corps sont déjà morts, le Lich manipule la perception d'Aaron avec de la magie d'illusion, donnant l'impression que sa famille est toujours en vie. Le moment est brisé une fois pour toutes lorsque Rook, le fils d'Aaron, l'attaque. Aaron réagit fermement, bloquant le coup et repoussant son fils. Rook, envahi par la haine, l'accuse d'abandon. Pour lui, tout cela est arrivé parce qu'Aaron a donné la priorité à son devoir dans la capitale, laissant sa famille vulnérable. Fett, observant la scène, pense à utiliser sa faux pour briser l'illusion. Mais Grid l'avertit, cela signifierait consumer les âmes de la famille d'Aaron, les condamnant à une éternité de tourments. Aaron décide de prendre cette douleur sur lui. Il affrontera sa propre famille pour les libérer, tandis que Fett continue à rechercher le Lich. Dans une salle isolée, Fett trouve enfin la créature. Ses statistiques sont alarmantes et une présence maléfique remplit l'air. Il parvient à briser les bras du Lich, mais la créature invoque bientôt un groupe de zombies. Ses âmes crient à l'aide, implorant leur délivrance, et Fett, même s'il sait qu'il ne peut pas les attaquer directement, hésite. Aaron rejoint le combat et commence à éliminer les morts vivants. En voyant sa femme parmi eux, il est consumé par les souvenirs. Il se souvient du moment où il est parti, promettant de revenir après avoir terminé sa mission. Au fond, il sait que s'il était revenu plus tôt, peut-être que tout aurait été différent. Il porte cette culpabilité en silence, mais il est déterminé à se racheter. Il lève son arme et déclenche la compétence Grand Croix, une explosion de lumière sacrée qui remplit le château d'une lueur intense. Mais la force ne suffit pas à vaincre le Lich. Réalisant cela, Fett s'approche et prend l'épée de Rook. Ensemble, lui et Aaron combinent leurs pouvoirs, canalisant la même technique. Cette fois, la lumière est écrasante, perçant les murs et dissolvant complètement le Lich. Les âmes piégées dans le château sont libérées. Aaron rencontre sa famille pour la dernière fois. Ils disent qu'il ne devrait pas se blâmer, car à la fin, il a réussi à les sauver. Même s'il a le cœur brisé, il demande pardon, disant que rien n'est plus important qu'eux. Mais sa femme l'encourage à continuer à servir le peuple, comme il l'a toujours fait. Il promet d'honorer ce souhait et, avant que les âmes ne partent, il offre à Rook un cadeau symbolique. La cérémonie silencieuse terminée, le château retrouve la paix. Cependant, le noyau du Lich, dans sa dernière tentative de vengeance,
tente d'inverser la victoire. Mais Fett le détruit sans hésitation, le consumant complètement. Plus tard, de retour au village, Aaron réfléchit à ce qui s'est passé. Il se rend compte qu'il a dépassé son propre niveau, ce que peu de gens peuvent faire. Greed révèle que cela a été possible parce qu'Aaron a ouvert son cœur à Fett, et le contact avec une capacité d'Edlicine a déclenché cette percée. De retour en ville, il paie Min pour ses services. Elle mentionne qu'elle a besoin d'argent pour reconstruire son ancien village, laissant entendre qu'en fin de compte, l'argent ne ment jamais et que Fett le comprendra lorsqu'il sera plus mature. Aaron partage un souvenir. Il a vu Min pour la première fois il y a 50 ans, déjà un guerrier parfait à cette époque. Depuis lors, son apparence n'a pas changé. Elle prétend qu'il pourrait peut-être atteindre son niveau s'il s'entraînait pendant 1000 ans, ce qui est impossible pour un simple humain. Elle se décrit comme une sorte de fantôme, une âme qui ne peut pas mourir. Aaron remarque également que les yeux de Fett sont revenus à la normale, lui rappelant qu'il doit continuer à chasser les monstres s'il veut garder sa gourmandise sous contrôle. Avant de partir, il demande à Fett de retourner au village après son voyage, car il y a quelque chose d'important qu'il doit encore découvrir. Pendant ce temps, dans une autre partie du royaume, la famille Vlerick acquiert une ancienne relique, la pierre philosophale, capable de guérir n'importe quelle maladie. Pour eux, cette découverte les rapproche encore plus du rêve d'immortalité. Un serviteur apparaît avec une mauvaise nouvelle, Atto a été tué par quelqu'un connu uniquement sous le nom de « cadavre ». Mais ce cadavre n'est pas un monstre, mais un guerrier. Raphaël, pris de rage, jure de se venger et veut découvrir la véritable identité du meurtrier de son frère. De retour sur la route, Fett et Min continuent leur voyage. Une fois de plus, il commente l'appétit excessif de sa compagne, mais cette fois, elle partage une partie de la nourriture avec lui et, peu de temps après, s'endort la tête sur ses genoux. Fett profite du calme pour tenter d'obtenir des réponses de Greed sur qui est vraiment Min, mais une fois de plus l'esprit de l'arme refuse de révéler quoi que ce soit. Il devra le découvrir par lui-même. Pendant ce temps, Roxy et ses compagnons arrivent aux ruines du château d'Aaron et sont choqués de découvrir que le Lik a été vaincu. Aaron les reçoit calmement et Mugen leur rend hommage. Roxy est sur le point de se présenter officiellement, mais Aaron la surprend, il révèle qu'il connaissait ses parents, et que c'est lui qui lui a donné son nom. Après la défaite du Lik, le groupe nouvellement arrivé interroge Aaron sur la façon dont il a réussi à vaincre une créature aussi puissante. Il répond sincèrement, admettant qu'il n'a pas combattu seul. Lorsque Roxy demande qui l'a aidé, Aaron hésite. La vérité est que Fett lui avait demandé de garder son identité secrète, et c'est pourquoi il dit qu'il ne peut pas révéler son nom. Aaron se rend vite compte que Roxy et les autres sont en route pour Gallia. En tant que parrain, il lui propose de l'aider à s'entraîner, afin de mieux la préparer à ce qui l'attend. Pendant ce temps, Fett et Min arrivent à une ancienne ruine. Il observe l'endroit avec curiosité, ne sachant pas exactement où il se trouve. La mienne, avec un regard lointain, révèle que c'est ici qu'elle est née. En explorant l'environnement, il tombe sur un immense cocon. La cupidité reconnaît ce qu'elle est. Une chimère, une arme de guerre créée en Gaule, formée de l'union de plusieurs monstres. Lorsque Fett vérifie les attributs de la créature, il se rend compte qu'ils sont absurdement élevés, complètement hors du commun. Pourtant, Min croit qu'ils ont une chance, car la chimère est encore à l'état infantile. Elle dit qu'il est temps pour Fett de lui rendre l'appareil. Il explique que tant que l'âme de la chimère existe, le corps peut continuer à se régénérer. Le seul moyen de l'éliminer complètement est de consommer son âme avec la compétence gourmandise. Min attaque alors le cocon, révélant la véritable forme de la chimère. Au centre de la créature se trouve cependant quelque chose d'inattendu, une jeune fille humaine. Fett hésite. L'idée de dévorer une âme à visage humain le dérange. Mais Min insiste, ce n'est pas une fille, c'est un monstre portant une peau humaine. La chimère réagit, déclenchant une vague de lave qui avance avec une force destructrice. Min parvient à contenir l'attaque et arrache l'un des bras de la créature. Fett essaie d'utiliser ses flèches avec la magie de pétrification, mais elles n'ont aucun effet visible. Le bras sectionné se régénère en quelques secondes. Fett ne sait pas quoi faire. Pendant ce temps, Min continue de se battre, devenant de plus en plus féroce à chaque minute. Il se rend compte que sa force augmente et Greed explique, plus Min balance l'arme du paresseux, plus elle devient forte et lourde. Cependant, cela rend également le contrôle difficile. Même avec cette puissance croissante, ce n'est pas suffisant. La chimère commence à évoluer devant eux. Min, réalisant le risque, crie à Fett de reculer. Mais cela lui rappelle Roxy, la façon dont il a toujours été protégé par les autres. Il refuse de le répéter, décide de passer en mode semi-famine, risquant le contrôle pour plus de puissance. Min essaie de l'avertir du danger, mais il continue son chemin. Sacrifiez 10% de vos statistiques pour renforcer votre flèche de pétrification. Le coup est tiré à pleine puissance, au même moment Min frappe la chimère d'un coup brutal, la renversant. La créature érige cependant une barrière magique pour se protéger. Il change d'arme, manie sa faux et tente de percer la défense magique, mais est violemment repoussé. La cupidité vous guide, vous devez viser le flux de mana, le point exact où l'énergie circule. Suivant le conseil, Fett concentre sa frappe sur le point critique et brise la barrière. La chimère hurle, ou peut-être la fille à l'intérieur. La créature tente de s'échapper en volant. Fett,
haletant, déjà proche de sa limite, et propulsé dans le ciel par Min, qui le projette à l'aide de sa propre arme. Dans les airs, Grid l'informe qu'il peut désormais activer la deuxième étape de sa capacité ultime, ce qui lui coûte 20% supplémentaire de ses statistiques. Fait accepter. Son corps gagne alors en puissance et il se lance dans l'attaque finale. Mais la chimère réagit rapidement, les enveloppant tous les deux dans une nouvelle barrière magique, se préparant à l'autodestruction, brûlant tout ce qui l'entoure. Fait, sans hésitation, frappe le noyau avec la lame. À l'impact, votre capacité de télépathie s'active involontairement. Il voit des fragments de la mémoire de la jeune fille, des images floues mais familières. Quelque chose là-bas relie Min à cette âme. Le pouvoir de la gourmandise entre en jeu, mais ce n'est pas comme les autres fois. Au lieu de l'excitation habituelle, il ressent une profonde tristesse. Grid explique que c'est parce qu'elle faisait partie de la même lignée que lui. C'était une parente éloignée, une âme qui partageait la même origine. Plus tard, Min se tient devant une tombe improvisée, silencieuse. Faite, toujours confus par tout ce qu'il a vu, demande comment elle a connu la fille. Le mien répond que tout s'est passé il y a longtemps. Elle savait ce que la fille était devenue, et donc, aussi cruelle que cela soit, elle avait besoin de la détruire. La laisser en vie signifierait davantage de souffrance, pour elle-même et pour les autres. Faite, touché par cela, réfléchit à ce que la gourmandise peut faire. Il pense à ce qui pourrait lui arriver si un jour il perdait complètement le contrôle. Sur ce, il regarde Min sérieusement et fait une demande. S'il cesse un jour d'être qui il est, s'il se perd, elle doit être celle qui l'arrêtera, même si cela signifie mettre fin à sa vie. Le mien le serre alors dans ses bras en silence après avoir entendu sa demande, et même à contre-cœur, accepte la promesse de mettre fin à ses jours s'il perd un jour le contrôle. Le moment entre eux est bref, car leurs chemins sont sur le point de se séparer. Alors que Fête se prépare à se rendre à Babylone, Min révèle son intention de reconstruire son ancien village. Pourtant, elle avoue un sombre pressentiment, elle ne le reverra plus, elle croit qu'il ne survivra peut-être pas à la prochaine étape. Peu de temps après, nous découvrons que Fête a débloqué une nouvelle forme de cupidité, un bouclier magique. Le mien le gronde, le traitant d'idiot d'avoir réinitialisé ses attributs dans un endroit aussi dangereux. Désespéré, Fête vous demande de l'aider à chasser les monstres et à récupérer ses points. Mais il n'y a pas de temps, les deux se séparent, chacun suivant son propre chemin. Fête arrive enfin à l'imposante cité fortifiée de Babylone, une place forte qui sépare le royaume de la dangereuse région de Gaule. Alors qu'il tente de localiser la porte principale, Grid l'informe qu'il va dans la mauvaise direction, lui rappelant qu'il y est déjà allé, avec son ancien porteur. Fête pose des questions sur cette personne, et Grid révèle qu'il avait également une capacité liée à l'un des 7 péchés, mais qu'il n'a pas survécu longtemps. En ville, Fête est choqué par les prix, tout est absurdement plus cher que dans la capitale. Au milieu de l'agitation urbaine, une annonce attire l'attention de tous, le nouveau seigneur de Babylone vient d'arriver. La foule applaudit lorsqu'elle voit que c'est Roxy, et l'accueil chaleureux est interrompu par quelque chose de subtil mais inquiétant. Fête sent une étrange présence, une intention meurtrière qui semble dirigée contre elle. Au même moment, on découvre que des criminels venus de tout le royaume se sont rassemblés à Babylone. La promesse est simple, s'ils prouvent leur valeur au combat, leurs crimes seront pardonnés. Fête comprend que les soldats locaux ont besoin de toute l'aide possible et il voit cela comme une opportunité de faire la différence. De l'autre côté de la ville, Roxy rencontre le chevalier sacré en charge de Babylone, Alistair. Il avoue porter le poids de la culpabilité de ne pas avoir pu sauver son père lors de la mission précédente. Mais Roxy le rassure fermement. Il est là pour l'aider, et les deux concluent un accord pour combattre ensemble les monstres de Galia. Pendant ce temps, Fête tombe sur un fourreau exposé dans un magasin. La cupidité lui suggère d'acheter l'objet, et Fête décide de demander au vendeur, un homme nommé Jade. Cependant, l'objet n'est là que pour être exposé. Jade explique qu'elle peut en fabriquer une personnalisée pour l'épée de Grid, et en voyant l'arme, il est impressionné. Il estime que le service coûterait 500 pièces d'or. Comme Fête n'a pas cette somme, il part frustré, se plaignant des coûts élevés de la ville. Plus tard, un groupe de guerriers s'approche, apparemment prêt à l'inviter à rejoindre leur équipe. Mais après avoir évalué son apparence, il décide qu'il a l'air trop faible et abandonne l'idée. Fête part chasser seul dans les environs. En chemin, il remarque quelque chose d'étrange dans l'air. La cupidité l'avertit, ce sont des spores toxiques, et il ne doit en aucun cas les inhaler. Peu de temps après, Fête rencontre un groupe d'or. Il se prépare à la confrontation, mais avant qu'il puisse agir, les guerriers précédents apparaissent et commencent le combat. En observant de loin, Fête remarque qu'un deuxième groupe d'or s'approche pour encercler les guerriers. Sans hésiter, il s'avance pour les intercepter. Les ennemis lui tirent des flèches, mais Fête utilise la nouvelle forme de Grid, le bouclier magique. La barrière bloque les attaques avec facilité, tandis que la cupidité garantit que, sous cette forme, il peut résister à tout type de coups. Suivant le conseil, Fête charge en avant, coupant à travers les rangs ennemis et utilisant son bouclier comme un bélier, éliminant les ors en une seule avancée brutale. Après la bataille, quelque chose le laisse perplexe,
la capacité de gourmandise ne se manifeste pas comme d'habitude. Il s'attendait à ressentir l'impact de l'absorption de tant d'âme, mais son corps reste stable. Il pense que l'entraînement avec Aaron a peut-être aidé à stabiliser son contrôle. Il se dirige vers le point de vente pour vendre les objets collectés, mais est arrêté par les mêmes guerriers qu'il avait sous-estimés. Il l'accuse de vol, affirmant que le butin leur appartient. Lorsque Fett tente de les ignorer, les menaces s'intensifient et les hommes promettent de le tuer. N'ayant plus de patience, Fett les bête facilement, mettant fin à la dispute par la force. Après avoir vaincu les guerriers qui l'ont affronté en échange de récompenses, Fett reçoit 100 pièces d'or pour avoir vendu les objets obtenus lors de la chasse. C'est alors que Roxy entre dans la pièce, observant la scène encore désorganisée. Elle lui demande s'il est responsable de la confusion, mais Fett explique qu'il a agi uniquement en état de légitime défense. Roxy reconnaît sa propre responsabilité dans l'échec du maintien de l'ordre dans la ville et décide donc de ne pas le punir. Il décide néanmoins que les guerriers impliqués passeront la nuit en prison, afin qu'ils puissent réfléchir à leurs actes. Mia, curieuse, demande à Fett de retirer le masque, mais Roxy dit que ce n'est pas nécessaire. Elle demande simplement qui il est. Il répond que son nom est Cadavre, et Roxy le trouve étrange, lui conseillant de mieux prendre soin de son apparence, car il est complètement échevelé. Plus tard, alors qu'il se promène dans les rues de Babylone, Fett se sent soulagé que Roxy ne l'ait pas reconnu, mais il ne peut s'empêcher de penser à quel point il est vraiment en désordre. Vous savez que dans cet état, vous ne pourriez même pas payer pour une meilleure apparence. C'est alors que Jade le retrouve. Le forgeron venait de rouvrir sa boutique et fit une proposition inattendue, il invita Fett à être une sorte de mannequin, portant une armure comme moyen de promouvoir l'établissement. En l'emmenant au magasin, Jade commente qu'elle a entendu parler de l'incident au centre d'échange et qu'elle voit du potentiel chez Fett. Offrez-lui une armure pour 80 pièces d'or. Surpris, Fett pensait que le paiement ne serait pas nécessaire, mais en voyant son expression confuse, Jade rit et décide de lui faire une bonne remise. Dans les rues de la ville, Fett finit par tomber sur un groupe rassemblé devant une taverne. Le mouvement l'intrigue et il décide de s'en approcher. En entrant, on ressent un malaise, une présence différente. Ses yeux rencontrent une fille qui le fixe intensément. Elle s'approche et dit qu'elle l'attendait. Sans détour, il déclare qu'il sait déjà qui il est. Elle se présente comme Eri, la personnification du péché de luxure. Ils passent du temps ensemble et Fett remarque que quelque chose en lui change à chaque fois qu'il la regarde. Sa présence provoque d'étranges sensations. Eri explique calmement que c'est un effet naturel de sa capacité. Chaque fois que quelqu'un la regarde, il finit par tomber amoureux, une conséquence de son lien avec la luxure. Elle révèle qu'elle regarde Fett depuis longtemps. Il savait qu'il avait vaincu la chimère, mais on l'avait prévenu qu'il n'était pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres en Gaule. Elle pense que les chevaliers sacrés ne sont pas assez forts pour affronter de tels monstres. Elle révèle alors la véritable raison de sa surveillance. Eri prétend être une gardienne du royaume, vouée à façonner un avenir meilleur. Selon elle, la mort de Roxy serait bénéfique pour le pays. Elle dit qu'elle doit mourir en Gaule. Cette déclaration fait bouillir le sang de Fett. Il ne peut pas accepter cette idée, ni même imaginer que quelqu'un complote la mort de Roxy. Eri continue en expliquant un phénomène appelé agression. Lorsque des monstres meurent en portant d'intenses sentiments de haine, ce ressentiment reste dans le monde, s'accumulant jusqu'à générer une créature puissante connue sous le nom de bête couronnée. Elle dit que la même chose peut arriver aux humains. Selon Eri, le peuple déteste les chevaliers sacrés, tout le monde sauf Roxy. Sa mort engendrerait une telle agitation que cette haine collective créerait un nouveau type de guerrier, un être façonné par le ressentiment, mais destiné à servir le royaume. Fett rejette cet avenir. Il refuse l'idée de sacrifier quelqu'un comme Roxy pour créer une autre arme de guerre. Outré, il s'éloigne, mais Eri lui rappelle que le plan est déjà en marche et qu'il n'y a aucun moyen de l'arrêter. En Gaule, la tension monte. Roxy combat les Ors aux côtés de ses alliés, remportant une bataille difficile. Mais quelque chose ne va pas à Lister, le chevalier qui dirige la ville, observe Roxy avec un regard suspicieux. Il rapporte qu'ils ont perdu le contact avec l'équipe chargée de la collecte des matériaux dans le Grand Canyon. Inquiète, Roxy organise immédiatement une mission de sauvetage. Pendant ce temps, Jade parle à Fett du matériau nécessaire au fourreau de son épée, la pierre du crépuscule. Cependant, il est en rupture de stock. La cupidité leur suggère de chercher la pierre eux-mêmes, car elle ne peut être trouvée que dans les profondeurs de Gallia. Jade marque l'endroit sur la carte et les deux se préparent à partir. Sur le chemin, ils rencontrent un autre groupe d'or. Mais Fett y est déjà habitué. Avec son bouclier magique, il avance avec précision et force, se frayant un chemin sans effort. Désormais dans le Grand Canyon, Roxy et son équipe font face à un nouveau défi. Les instruments de navigation tombent en panne. Aucune boussole ne fonctionne correctement à Gallia, ce qui rend la mission encore plus dangereuse. Malgré les difficultés de navigation à Gallia, Roxy remarque un schéma. Elle remarque que plus la présence d'or est grande, plus ils sont proches de la gorge. Après tout, il y a une colonie d'or dans cette région, et leur concentration peut servir de point de référence. Pendant ce temps, Fett prend un peu de temps pour se reposer. Mais alors qu'il s'endort, il se retrouve dans un rêve étrange. Dans cet espace onirique,
il retrouve le visage de la jeune fille qui habitait le noyau de la chimère. Elle essaie de lui dire quelque chose, mais ses mots sont étouffés, inaccessibles. Soudain, tout autour de lui devient rouge, et des silhouettes déformées d'ennemis qu'il a déjà vaincus émergent de l'ombre, l'attrapent et l'entraînent dans les eaux sombres. Puis il se réveille en haletant, sans comprendre le sens de ce cauchemar. Cependant, il n'a pas le temps d'interpréter, il sent la présence de monstres qui approchent. En activant sa capacité de vision nocturne, il identifie 4 salamandres venant vers lui. Il tire une flèche de pétrification sur l'un d'eux, mais remarque quelque chose d'étrange. Il ne s'enfuit pas comme il le ferait normalement. Grid conclut que ces créatures sont contrôlées. Pendant ce temps, les salamandres atteignent le camp de Roxy, encerclant le groupe de tous les côtés. En quelques instants, des flammes de feu jaillissent, plongeant les lieux dans le chaos. Mia tente de réagir en brandissant son épée magique, mais le coup n'a aucun effet, elle est projetée au loin. Alors que l'une des salamandres se prépare à attaquer les autres, Fett arrive à temps. Il intervient avec précision et rapidité, neutralisant les monstres un à un. Roxy le remercie de les avoir sauvés, mais Fett souligne les étranges marques gravées sur la tête des créatures. Tout le monde a remarqué que ces salamandres, apparemment des bêtes couronnées, agissaient de manière coordonnée, quelque chose de très inhabituel. Et pire encore, il semblait avoir Roxy comme cible. Avec effort, le groupe atteint la Grande Gorge, et là, il décide de suivre des chemins différents pendant un certain temps. Partez seul à la découverte de la région et rencontrez plusieurs monstres pétrifiés en cours de route. Plus loin, il aperçoit Eri au loin et se demande ce qu'elle fait là. Avant qu'il ne puisse s'approcher, elle disparaît. Peu de temps après, il trouve une chimère immobile. Quelque chose ne va pas, le monstre ne bouge pas et Grid confirme qu'il n'a pas de noyau. Mais le site révèle davantage, 2 cavités similaires dans les murs suggèrent la présence de 2 autres chimères. Le sol commence bientôt à trembler et une explosion au loin indique que le danger se matérialise à nouveau, dans la direction de Roxy. Fett court pour les aider. À son arrivée, il voit le groupe attaqué par les 2 chimères actives. Mugen est blessé, essayant de protéger Mia. Fett entre en action et tire sur les créatures. Grid note que ces versions sont plus faibles, avec une régénération lente. Fett profite de l'écart et prévient Roxy du point faible des chimères, le noyau. Les 2 avancent ensemble. Les flammes entourent la zone, mais Fett, immunisé contre le feu, continue sans hésitation. La créature tente de protéger son noyau, mais Fett lui coupe les jambes, ouvrant la voie à Roxy pour porter le coup décisif. Il n'en reste qu'un. Elle saute hors de la vue du groupe, puis retombe violemment, provoquant un impact brutal qui fissure le sol. Le sol cède et Fett et Roxy tombent ensemble dans l'obscurité. Pendant la chute, Fett tient Roxy et l'enveloppe avec son propre corps, la protégeant de l'impact. Lorsqu'il se réveille, il se trouve dans un endroit inconnu, bien en dessous de la surface. Lorsqu'il se rend compte que son masque est perdu, il panique, mais le retrouve bientôt à proximité, récupérant son déguisement. Avec une petite flamme de sa magie de feu, il illumine les environs. Roxy se réveille peu de temps après. Il lui demande si elle a pu retrouver les membres disparus de sa patrouille, mais elle répond avec regret qu'elle n'a pas pu les sauver. Curieuse des connaissances de Fett sur les chimères, elle l'interroge sur l'origine de cette information. Il révèle que c'est un galion qui le lui a dit. Il ne faut pas longtemps à Roxy pour relier les points. Elle se souvient des rumeurs concernant une femme connue sous le nom de Mine, qui voyageait avec un homme masqué, le même type de masque qui se trouve maintenant devant elle. Fett est alors acculé par la déduction précise de Roxy, confirmant qu'il est bien celui qu'elle imaginait. Elle sourit de satisfaction, ayant deviné correctement. Lui, en revanche, se sent déconcerté par son regard direct. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle le regardait qui le rendait vulnérable. Roxy commente ensuite qu'il lui rappelle quelqu'un qu'elle a connu autrefois, quelqu'un qui lui est toujours cher. En silence, elle espère que cette personne va bien, où qu'elle soit. Fett, en réalisant cela, dit simplement que cette personne doit être très chanceuse. Cependant, la conversation est interrompue par un malaise familial. La gourmandise s'éveille en lui, un de ses yeux devient rouge. Désespéré de ne pas être vu par Roxy dans cet état, il s'enfuit dans l'obscurité. En s'éloignant, il sent la présence de la chimère toute proche. La créature apparaît, mais Fett n'hésite pas maniant sa faux, il attaque directement vers le noyau, tandis que les pensées de Roxy et de la façon dont elle le voit envahissent son esprit. Avec précision, il élimine la chimère, mais en examinant son corps, il revoit la marque présente sur les salamandres précédentes. Grid conclut que ces créatures sont manipulées et que la véritable cible est Roxy. Pour Fett, l'esprit derrière tout cela ne peut être qu'Eri. Roxy le rattrape bientôt et les 2 finissent par trouver la pierre du crépuscule qu'ils recherchaient. De retour en ville, un rebondissement les attend. Roxy le défie en duel. Mia prétend que Fett a causé des problèmes dans la ville, et il essaie de se justifier, expliquant qu'il ne faisait que se défendre, il y a des gens qui essaient de le tuer. Roxy déclare qu'elle ne peut pas ignorer ses actions et lui suggère de rejoindre l'armée. Après tout, personne n'oserait s'en prendre à l'un de leurs soldats. Mais Fett refuse. Elle décide alors de l'affronter directement. Roxy le défie de dégainer son arme, mais Fett garde son épée au fourreau. Elle interprète cela comme du dédain. Le combat commence et il se rend vite compte qu'il ne peut pas s'en sortir,
quelque chose ne va pas. Ses attributs étaient plus élevés, mais elle maîtrisait parfaitement la technique. Peu de temps après, elle lui assène un coup, provoquant une fissure dans son masque. Déterminée à le forcer à se battre sérieusement, elle menace de le dénoncer s'il continue à se retenir. N'ayant pas le choix, Fett libère la puissance de son étui spécial. La lame brille de mille feux, attirant l'attention des personnes présentes. C'était une technique sacrée, une compétence de chevalier sacré. Il explique que la pierre du crépuscule renforce les frappes sacrées, faisant de l'étui une arme à part entière. Il passe ensuite en contre-attaque et parvient à renverser la situation. Mais alors qu'il se prépare pour le coup final, il remarque une amulette accrochée au cou de Roxy. La reconnaissance le paralyse pendant une seconde, assez longtemps pour être désarmé. Le combat se termine par sa victoire, mais Roxy remarque son hésitation et se demande pourquoi. Il ne répond pas, restant silencieux. Mais elle reconnaît son style de combat. Demandez si c'est Eren qui lui a appris. Roxy révèle qu'elle a rencontré Eren lors de ses voyages et qu'il a mentionné un voyageur doté d'immenses pouvoirs, peut-être parlait-il de Fett. Mais il esquive simplement la question, disant qu'elle devrait se concentrer sur sa mission. Il parle ensuite à Mugen et partage la découverte selon laquelle la chimère était contrôlée par un autre monstre, qui lui servait de noyau. Mugen révèle que sa famille a fait des recherches sur la technologie des galions et que Rin, sa fille, est une érudite talentueuse. En apprenant que des chimères ont été créées artificiellement à Dahlia, Fett décide qu'il doit la rencontrer. Pendant ce temps, dans un laboratoire lointain, Rin reçoit un avertissement concernant Raphaël. Il étudie la pierre philosophale, et cela pique sa curiosité. Elle commence à enquêter, découvrant que l'artefact confère des pouvoirs extraordinaires, mais domine également complètement le corps de celui qui l'utilise. De retour sur le terrain, Fett se souvient d'une conversation avec Mine. Elle avait mentionné un endroit appelé le domaine 2, et qu'il ne pourrait jamais vaincre le dragon divin sans avoir d'abord atteint ce stade. Mais ce niveau semblait inaccessible. Au milieu de ses pensées, une alarme résonne dans toute la ville. Alistair informe Roxy que des monstres approchent. Elle rassemble ses troupes et avance. De loin, Fett observe le mouvement, croyant que Roxy a assez de force pour gagner. Mais il remarque alors quelque chose que les autres ne voient pas, une créature colossale se déplaçant sous terre, s'approchant furtivement de l'armée. Il n'y a pas de temps pour les avertissements. Il décide d'agir. La cupidité prend la forme d'un arc, et Fett canalise sa capacité de gourmandise, renforçant la flèche avec la puissance accumulée. Il tire alors un coup puissant, visant directement le point où le monstre souterrain se préparait à attaquer. La flèche transperce violemment le sol, frappant le monstre caché et forçant sa carcasse monstrueuse à émerger. Sans hésitation, Fett avance, utilisant sa capacité d'identification pour analyser les attributs de la créature. Les chiffres ne mentent pas, il s'agit d'un ennemi incroyablement puissant, contre lequel Roxy n'aurait aucune chance toute seule. La créature, se sentant menacée, invoque la pluie acide. Fett lève son bouclier enchanté, se protégeant des attaques corrosives tandis que Grid l'avertit, c'est de la magie de décomposition. Un seul contact direct signifierait une mort instantanée. Prudente, Fett change de stratégie et invoque l'arc magique. Tire une flèche avec une énergie massive, provoquant une explosion, mais l'ennemi disparaît dans la fumée. Bientôt, il réalise la ruse, la créature a survécu en divisant son corps, en s'échappant par le côté et en se dirigeant vers Roxy. Il le poursuit, mais le monstre envoie des répliques plus petites pour essayer de l'arrêter. En réponse, il déclenche la technique de la Grande Croix, éliminant tous les clones dans un éclair dévastateur. La manière d'agir de la créature révèle cependant quelque chose d'anormal. Il ne s'agissait pas d'un comportement instinctif. Quelqu'un manipulait la bête. Déterminé à éliminer la menace, Fett plonge dans la terre pour localiser le noyau du monstre. Il porte sa flèche la plus puissante, prêt à terminer le combat. Quand l'ennemi apparaît, il tire. Mais avant que le coup n'atteigne sa destination, une volée de projectiles atteint la créature. La flèche explose et une voix murmure que l'âme du monstre a été consumée. Cependant, la créature bouge toujours. Déconcerté, Fett essaie de comprendre comment quelque chose peut vivre sans âme. C'est alors qu'il aperçoit une silhouette masquée qui observe tout à distance. Il fonce dans l'inconnu, et la cupidité reconnaît l'arme que l'homme brandit, c'est le péché mortel de l'envie. Le monstre, activé par un projectile magique, éveille une nouvelle capacité, désormais capable de générer des copies de sa propre âme. Les répliques l'entourent et tentent de dissoudre son corps. Pour se défendre, Fett consomme complètement la créature, révélant qu'il avait découvert un moyen de neutraliser la corrosion. Il tire sur l'homme masqué, mais un champ magique bloque l'attaque. Grid rapporte que les statistiques de Fett ont atteint la limite autorisée. Pour aller plus loin, il devra atteindre la maîtrise du E, à un niveau que seuls quelques-uns peuvent atteindre. L'ennemi, par contre, est déjà à ce niveau. Malgré cela, Fett avance. L'adversaire bloque le coup et le repousse avec facilité. Il contre-attaque avec les balles magiques d'envie, et Fett essaie de se protéger avec son bouclier, mais la force traverse la défense. Il crache du sang, affaibli, tandis que l'ennemi prépare le coup final. À la limite, Fett réclame plus de puissance. Il implore la gourmandise, offrant n'importe quoi pour briser sa barrière. La réponse arrive, et il atteint enfin le domaine 2. Énergisé, il contre-attaque,
forçant l'ennemi à battre en retraite. L'homme invoque des monstres pour empêcher son approche, mais Fett ignore les obstacles, traversant le camp ennemi avec précision. Esquive magistralement les tirs, crée un écran de fumée et apparaît derrière l'ennemi, détruisant son masque. L'identité révélée est choquante, il s'agissait d'Alistair. Mais il ne montre aucune surprise, il souffle simplement dans une flûte. En réponse, le dragon divin s'éveille. La créature se dirige directement vers Roxy. Fett court vers lui, mais Alistair essaie de l'arrêter. Sur le champ de bataille, les soldats de Roxy font face à un combat désespéré. Lorsque le dragon apparaît, Mugen ordonne une retraite immédiate. Mais le temps presse. Le dragon tire un rayon d'énergie dévastateur. Au moment de l'impact, Fett protège Roxy avec son bouclier, absorbant le coup. La force de l'explosion brise son masque, révélant son identité. Elle, choquée, voit ses yeux, désormais rouges de faim. Fett s'excuse d'avoir menti, mais demande à Roxy de reculer, car il a besoin de gagner du temps. Déterminé, il avance vers le dragon et utilise sa capacité Grand Croix, piégeant la créature dans une prison de lumière. Mais Alistair réapparaît, lui tire dessus, et les deux se battent à nouveau. Fett est visiblement affaibli, entretenir la prison demande beaucoup d'énergie. Alistair le remarque et l'attaque férocement. D'un mouvement précis, il coupe le bras de Fett, le laissant vulnérable. Alors qu'il est sur le point de terminer le coup, il est surpris. Alistair est poignardé par derrière. Le coup est venu de Fett, une illusion habilement créée. Il l'a trompé, et maintenant, lame en main, il coupe Alistair d'un coup final. Lorsque la compétence gourmandise s'active, Fett est englouti dans une lumière blanche intense. Soudain, vous vous retrouvez dans un espace éthéré, complètement isolé. Là, il rencontre à nouveau la fille des souvenirs de Min. Elle se présente comme Luna. Avec un regard serein, Luna remercie d'avoir été libérée, mais s'excuse également, le sol sous Fett commence à se fissurer. Elle explique qu'elle ne peut pas le retenir plus longtemps. C'est alors qu'il comprend, c'est elle qui avait jusqu'à présent retenu sa gourmandise incontrôlée. Avant de disparaître, Luna l'avertit, s'il consomme l'âme du dragon divin, il se perdra complètement. Le sol s'effondre sous ses pieds, mais Grid apparaît juste au bon moment, le rattrape et arrête sa chute. Fett, toujours surprise de le voir là, se rappelle rapidement qu'ils doivent quitter cet espace. Il remercie Luna pour l'avertissement et prend une décision ferme. Il va vaincre le dragon, quel que soit le risque. De retour dans le monde réel, il regarde le dragon divin briser la prison de lumière créée par Fett. L'avidité, inquiète, se demande comment il compte se battre avec un seul bras. Mais Fett répond à sa manière, en lançant Grid en avant. Il entre dans un combat direct, frappe le monstre de toutes ses forces, puis, avec une précision brutale, commence à le déchirer avec son arme. Le dragon contre-attaque avec un rayon d'énergie, mais Fett active sa capacité de surcharge, augmentant ses statistiques à la limite. Charge contre l'assaut magique et coupe la créature en deux avec une entaille dévastatrice. Le dragon rugit une dernière fois avant de s'effondrer, et la gourmandise consume complètement son âme. Mais le prix est élevé. La douleur le consume de l'intérieur, il est au bord de la folie. Dans un dernier acte de lucidité, Fett sacrifie tous ses attributs pour débloquer la forme finale de Grid, essayant de s'empêcher de provoquer la destruction. Min apparaît, observant l'état critique dans lequel il se trouve. Le regard lourd, Fett lui rappelle la promesse. S'il perdait le contrôle, elle devrait tout arrêter. La mienne s'apprête à tenir parole, mais elle est interrompue. Roxy arrive à temps pour l'arrêter. Elle court vers Fett, qui essaie de la repousser, disant qu'il ne veut pas qu'elle le voie comme ça. Mais Roxy, en larmes, refuse de l'abandonner. Elle dit qu'elle ne se soucie pas des pouvoirs qu'il a. Elle l'aime tel qu'il est. Suppliez-le de ne pas mourir. Et puis, quelque chose d'inattendu se produit. Sa présence, la sincérité de ses paroles, apaise la fureur intérieure de la gourmandise. Pour la première fois, Fett sent l'énergie céder. Roxy l'invite à revenir avec elle. Soulagé, il accepte et s'évanouit sur ses genoux, enfin en paix. Quand il se réveille, il est déjà en ville. Il est resté inconscient pendant une semaine entière. Eri et Min sont là, en attente. Ils expliquent ce qui s'est passé pendant cette période. Eri lui rend Grid, l'équipement est sale, et elle mentionne que Min avait oublié de le récupérer, justifiant qu'elle était occupée à s'occuper d'Envie. Le mien révèle quelque chose d'alarmant, l'arme d'Envie a le pouvoir de contrôler les esprits, et c'est pourquoi Alistair a agi de cette façon. Quant au sort de l'arme, elle s'en est simplement débarrassée, l'a jetée. Simple et direct. Eri conclut que puisque le plan de créer un humain couronné avec la mort de Roxy a échoué, ils auront besoin de l'aide de Fett à l'avenir. Il accepte, mais impose une condition, qu'il laisse Roxy tranquille. Eri est d'accord, mais dit qu'il vaut mieux qu'il reste à l'écart, même entendre son nom semble rendre sa gourmandise instable. Peu de temps après, Roxy vient lui rendre visite. Mais il était déjà parti. Trouver une seule lettre. Dans ce livre, Fett révèle toute la vérité sur ses capacités et ses peurs. Il promet qu'un jour il reviendra la voir. Roxy lit en silence, se souvenant du moment où ils se sont rencontrés. À l'époque, Fett craignait les chevaliers sacrés, les croyant tous cruels. Elle a alors réalisé comment les gens les voyaient et s'est sentie honteuse. Mais tout a changé quand, affamé, il s'est fait livrer son estomac. Elle lui a offert sa nourriture et une connexion est née. Ce souvenir fait sourire tristement Roxy. Elle promet de devenir plus forte, non pas pour elle-même,
mais pour pouvoir le protéger quand il en aura besoin. Ailleurs, Fett apparaît brandissant la nouvelle forme de Greed, un bâton. Grâce à cela, il est capable de restaurer son bras perdu. Eri et Min suivent des chemins différents, chacun avec ses propres objectifs. Et Fett, plus conscient que jamais, part avec Greed à la recherche d'un nouveau but, trouver un moyen de contrôler sa gourmandise, avant qu'elle ne le consume une fois pour toutes.